Alors je pourrais, une fois de plus, vous rappeler que ce que nous construisons n'est pas pérenne. Mais bien sûr que ça ne l'est pas. Mais enfin, vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre qu'on ne peut pas dépenser durablement plus que ce que l'on a. C'est tellement évident que je ne vous ferai pas l'insulte d'y revenir. Mais je crois que ce n'est pas la question. Quand bien même ce serait stable, ce qui n'est pas le cas. Quand bien même ce serait stable, donc, voudrions-nous de ce monde-là, un monde où nous avons éradiqué en quelques années les 2/3 des insectes, en quelques décennies les 2/3 des mammifères sauvages, en quelques millénaires les 2/3 des arbres, un monde où l'eau de pluie est devenue impropre à la consommation, un monde où l'océan de plastique qui flotte dans la mer est 3 fois plus grand que la France. Quand bien même nous pourrions faire assez d'enfants pour compenser, les tuer, les massacrer, les exploser, les affamer. Quand bien même nous pourrions absorber le CO2 et maintenir la température dans un univers de béton et d'acier, sans vie et sans grâce. Quand bien même nous pourrions aller coloniser, on revient aux fondamentaux, une planète morne et sombre pour compenser les espaces devenus ici inhabitables. Quand bien même nous pourrions avoir la sensation de faire l'amour, seuls, dans nos canapés, grâce à des électrodes implantées dans nos cerveaux que les géants de la tech sont en train d'inventer pour compenser l'assèchement des relations humaines. Quand bien même nous pourrions maintenir l'espérance de vie dans un réel où les parkings de supermarchés et les rivieras luxueuses vulgaires ont supplanté les forêts et les oliveraies. Voudrions-nous de cette dystopie? Quand bien même nous pourrions, par un goût de baguette magique, et c'est impossible, rendre le numérique et l'intelligence artificielle économes en énergie, voudrait-on que notre puissance de vie soit remplacée par une obéissance aveugle à des machines stupides et tyranniques? Puisque tout le monde le sait, tout le monde, ces saloperies ne nous aident pas, elles nous pourrissent. Pourquoi faisons-nous semblant de l'ignorer? Ce n'est pas une évolution inévitable et mécanique. C'est un choix sociétal et civilisationnel qui nous revient. C'est un choix que nos prédécesseurs n'ont pas fait, en tout cas pas toujours, et que rien ne nous oblige à faire. C'est même un choix que beaucoup de cultures différentes de la nôtre nous exhortent de ne pas faire, car nous les emportons avec nous dans cet apocalypse que rien ne nous oblige à chérir et à choyer. Nous n'avons aucune obligation morale de choisir le suicide, ni le meurtre. Nous n'avons aucune obligation morale de choisir les écocides et les génocides, pas même les kalocides. Kalos, en grec, c'est la beauté. Je suis fatigué de disserter, ou pire, d'entendre disserter sur ce que l'on peut. C'est une question technique, très secondaire et très inintéressante. Ce qui me semble intéressant aujourd'hui, c'est de réfléchir à ce que l'on veut. Et nous verrons bien si c'est possible ou non, nous verrons bien si c'est faisable. Mais de grâce, commençons par la bonne question. De la faisabilité de quoi parlons-nous? On me reproche parfois un discours trop idéologique et politique et pas assez scientifique. Après tout, je suis astrophysicien. Mais c'est parce que la question est entièrement politique et idéologique. La science ne peut pas nous dire ce que nous désirons. Il n'y a rien de scientifiquement faux à tout détruire. Pourquoi avons-nous si peur d'être libres? Il ne s'agit pas de résoudre des équations, mais de choisir le monde que nous souhaitons habiter. C'est plus important et plus excitant. À quoi bon chercher à savoir si ce temps de guerre, d'oppression, d'oubli, de machines sans âme, de logiciels qui rendent fous, de températures qui brûlent, d'administrations qui détruisent, d'armées qui exterminent, de lois qui asservissent, de drones qui mutilent, si ce temps peut perdurer encore un peu? Et c'est pourtant tout ce qui semble nous obséder. Comment faire durer l'orgasme des uns et le martyre des autres encore un peu? Comment collectivement agoniser quelques années de plus? Misère.
C'est là que l'art, la science, la poésie interviennent. Je me permets d'être clair et direct. Si l'idée consiste à poursuivre à l'identique en émettant un peu moins de gaz à effet de serre, je pense que ça n'a aucun intérêt. Il me semble que pour les activités créatrices, la question est claire. Est-ce que nous contribuons par ces gestes à soutenir un système de destruction massive ou est-ce que nous tentons d'ouvrir à un tout autre monde? L'Occident est malade de logos, malade de son propre mythe. Est-ce que nous donnons sa chance à l'ailleurs? Je crois que c'est la seule question qui vaille. J'ai un doctorat de philosophie. Pendant toutes ces études, 9 ans, je n'ai pas lu un auteur non blanc. Je n'ai pas aperçu une idée de Chine, du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Océanie ou amérindienne. Ne sommes-nous pas fatigués de tourner en boucle dans l'orgie agonisante de notre seule culture? Et je ne parle pas de cette horrible catégorisation mi-condescendante, mi-ignorante de littérature du monde, à moins qu'il faille en conclure que la nôtre soit immonde. J'adore la musique classique, mais je n'en peux plus de voir la 13 millième version des variations Goldberg sortir dans les bacs, alors que nous n'avons pour la plupart pas la moindre idée des sonorités ou des rythmes inventés par celles et ceux qui n'appartiennent pas à la civilisation la plus meurtrière de l'histoire, la nôtre donc. Je ne vous parle pas de divertissement culturel. Je vous parle d'effraction dans la matrice de l'Empire, le casse du millénaire, sans haine, sans armes, ni violence. Plus que d'autres sons, d'autres mots, d'autres valeurs, ce sont d'autres désirs, d'autres manières d'être au monde qui se jouent ici, d'autres façons d'entendre et d'aimer. Voilà le seul geste important, me semble-t-il. Regardez ailleurs avec humilité, pour apprendre et non pour enseigner. Nous sommes ceux qui ont échoué. Nous n'avons aucune leçon à donner. Il ne s'agit pas de s'ouvrir l'esprit avec un peu d'exotisme, de cocher la case diversité ou inclusivité. Il s'agit de découvrir que la totalité de nos créations n'était qu'une part dérisoire d'un vaste plurivers qu'il est temps de commencer à arpenter. Non seulement parce que nous n'avons plus le choix, mais parce que nous pourrions y trouver des motifs d'enchantement. C'est ici, nervuré de brutalité et innervé de suffisance, il n'est pas très gracieux. Tout réinventer, pourquoi pas, mais d'abord tirons les leçons de l'altérité que nous nous sommes contentés d'éradiquer ou d'invisibiliser. Et la communauté scientifique, croyez-le bien, n'a rien d'exemplaire. Alexander Grothendieck, le mathématicien extraordinaire entre tous, le plus grand du XXe siècle, un des plus grands de toute l'histoire, écrivait « Du moment que quelqu'un paye pour les rencontres, publications, invitations de distingués savants, tout le reste, il s'en balance. Le monde peut se déglinguer et sauter, ça ne les regarde pas. » Il n'avait pas tout à fait tort. Bien sûr, la question cruciale à laquelle notre temps est confronté est logique. Qu'est-ce qui fonctionne? Elle est éthique. Qu'est-ce qui est juste? Mais je crois qu'elle est avant tout esthétique. Nous voyons très bien, mieux que jamais, la seule vraie règle du jeu des puissants. On peut le déplorer, on le doit, mais pas l'ignorer. Que ce soit factuellement faux ou impossible dans le long terme, que ce soit fondamentalement immoral et en contradiction patente avec les principes par ailleurs énoncés la main sur le cœur par les maîtres, dans les faits, tout le monde s'en fout. Ça n'a absolument aucune importance tant que ça sert le dominant. C'est ça, la vraie règle du jeu. Il faut donc venir ou revenir au seul levier encore efficace, l'esthétique. Parce que personne n'a envie d'être laid, pas même les despotes. Personne n'a envie de continuer à dévaster quand cela commence à enlaidir l'élégance qu'il ou elle se fantasmait. Et c'est ce qui est plutôt intéressant. Se demander ce qui est beau, c'est déjà entamer la révolution. Ça ne sert à rien de dire que les projets de l'Occident sont stupides ou maléfiques. On le sait. Demandons-nous plutôt, sont-ils beaux?
Ce n'est pas un détail. Tant que l'on trouve que les fusées sont plus belles que les étoiles, que les images de GPT sont plus belles que les œuvres d'art, que les rapports de prédation, d'humiliation et de domination sont plus beaux que ceux de coopération, de compréhension et d'admiration, que les yachts avec héliport sont plus beaux que les petits voiliers en bois, que les colons arrogants sont plus beaux que les indigènes résilients, que les clashs sur X sont plus beaux que les haïkus d'Issa, on inventera toujours des arrangements avec l'éthique et la logique pour privilégier les premiers au détriment des seconds. Vous voyez bien que ça commence par une certaine idée de la beauté. Et je crois que c'est ici qu'il faut travailler. Ce n'est pas une posture guillerette, un divertissement d'intello ou une lubie de bobo. C'est extraordinairement concret et même radical, c'est-à-dire aux prises avec la racine. Finalement, la seule belle chose de cette catastrophe écologique, c'est que cette effraction de la factualité matérielle nous oblige, qu'on le veuille ou non, à poser les bonnes questions, celles que nous avions pris un soin infini à ne surtout pas mettre sur la table. Quand René Char écrit « Dans nos ténèbres », il n'y a pas de place pour la beauté. Toute la place est pour la beauté. D'abord, de quoi parle-t-il ? C'est ça la question importante. De l'extrême inverse du réel aseptisé, artificialisé, normé et prévisible, buggé comme un site web et chiant comme une application que nous élaborons fièrement. Mais surtout, pourquoi ce vers est-il sublime ? Parce que tout est référentiel, parce que René Char était résistant et que chaque mot réfère à une chaîne symbolique dans l'esprit de l'auteur d'une part et dans le réel d'autre part. Si un agent conversationnel, un algorithme, avait écrit exactement le même vers, il n'aurait pas une valeur faible, il aurait une valeur nulle, strictement nulle. Alors désinstallons GPT, fermons nos comptes X, épargnons-nous le cirque des médias aux ordres, c'est le moins que l'on puisse faire pour commencer à être sérieux.